Au pire, pour la fin. Hein? Tu veux me payer pourquoi? Venez en demi-cercle pour qu'on s'entende. Moi, je On va commencer. Je suis parti là. D'accord, donc mettez-vous en demi-cercle. Oui. En demi-cercle, s'il vous plaît. Demi-cercle. Alors, bienvenue à la 29e vigile mars 2011, le 15 octobre 2011. Donc ici maintenant s'amorce une mobilisation citoyenne infinie. Le mépris, le paternalisme et la corruption des mœurs et des institutions ont assez duré. Soyons visibles, occupons notre territoire et reprenons possession du Québec, de ses ressources et de ses institutions. Tous les samedis à 14 h, des vigiles ont lieu au Québec. La création de ces vigiles a germé d'un échange entre Luc Archambault, Denis Julien, Sylvain Racine et d'autres sur le site vigile.net. L'idée fait son chemin et donne naissance à la première vigile à l'initiative de M. Daniel Leroy devant le bureau de Jean Charest à Montréal le 22 janvier 2011. À la suite de 3 vigiles montréalaises, le 19 février, Luc Archambault lance la tradition d'une vigile citoyenne hebdomadaire chaque samedi à 14 h à la place du peuple souverain du Québec, sous le nom d'Opération Vigile du samedi. Inspiré de l'initiative, Montréal décide de poursuivre la tradition au Champ de Mars derrière l'Hôtel de Ville de Montréal le 26 mars 2011. L'initiative tente de créer une tradition québécoise historique qui a porté ses fruits à Mont-Saint-Hilaire depuis le 2 avril 2011, à Gatineau depuis le 21 mai 2011. Mars 2011 invite le peuple du Québec à créer ses propres vigiles dans chaque ville et village du Québec. Le mouvement est disponible pour du support à trouver l'inspiration de vous unir dans la rue. Chaque samedi, 14 h, à un lieu de mémoire collective près d'où vous habitez. Une vigile n'est pas un spectacle. Personne n'y vient pour divertir ou pour se faire divertir. En tant que citoyens et citoyennes du Québec, nous avons tous un rôle à jouer, celui de veiller, de surveiller, de tenir nos gouvernants à l'œil, de nous rencontrer, de nous parler, de nous imaginer autrement. Ces vigiles sont autonomes les unes des autres, mais leurs objectifs communs sont de dénoncer les abus du gouvernement Charest et d'exiger sa destitution. Mars 2011 vous invite à prendre la parole, participer activement à un exercice démocratique citoyen de base de manière physique et réelle, sortir du confort de votre maison, utiliser cette tribune citoyenne non censurée et diffusée sur l'Internet pour exprimer votre point de vue, dénoncer une situation, proposer une solution ou une action. Le Québec doit changer et ce, dès maintenant. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Donc c'est ça, j'aimerais faire un retour sur la triptyque mars 2011, Cap sur l'indépendance. C'est la vigile triptyque, c'est 3 dates. Et puis ça, on fait ça la semaine, ça commence la semaine prochaine, samedi le 22. Donc c'est ça, je vais lire le texte que j'ai fait concernant l'événement pour parler un peu de l'invitation, de ce que ça va être. Donc, en lien avec la marche et le rassemblement des forces indépendantistes québécoises du 29 octobre 2011, organisé par Cap sur l'indépendance, des représentants des différents organismes composant la mouvance indépendantiste au Québec sont invités à participer à ces vigiles. Cette activité annonciatrice de ce rassemblement qui aura lieu à Montréal le samedi 22 octobre au Champ de Mars à 14 h, ainsi qu'une activité post-rassemblement aura lieu le 5 novembre, même heure, même endroit. Donc samedi le 22 octobre, 14 h au Champ de Mars. Dans un premier temps, les représentants sont invités à venir présenter leur mouvement et exprimer leurs principales conclusions et leurs démarches particulières concernant l'indépendance du Québec. Un temps de 5 minutes sera accordé à chaque organisme afin que son représentant présente et expose ses particularités, son rôle dans l'ensemble du mouvement indépendantiste, ses forces, ses contacts, les objectifs qu'il s'est fixés, ainsi que les conclusions auxquelles l'organisme est parvenu concernant l'avenir du Québec. Le tout dans un cadre de tradition de prise de la parole citoyenne auquel mars 2011 se prête depuis plus de 6 mois. L'exercice sera filmé et diffusé sur le site web de Cap sur l'indépendance sous forme de capsules par organisme et archivé sur le site de mars 2011 dans le cadre de son événement de vigile triptyque mars 2011 Cap sur l'indépendance. Les organisations qui se verraient dans l'impossibilité d'envoyer un représentant le 22 octobre sont priées de faire parvenir à mars 2011 une présentation écrite 500 mots environ. Leurs textes seront lus et insérés parmi les allocutions. Le but de l'exercice est de faire en sorte que les organismes se présentent, prennent conscience des autres organismes et échangent de manière physique et non virtuelle, une semaine avant le grand rassemblement et la marche organisée par Cap sur l'indépendance. Aussi, l'événement a pour but de publiciser, de diffuser sur Internet chaque organisme de manière distincte et équitable sous forme de capsules vidéo.
Le 29 octobre, une grande marche de tous les militants, organisée par Cap sur l'Indépendance, partira de la place du Canada à 13h30 et se rendra devant l'hôtel de ville vers 16h où se tiendra le grand rassemblement. Ce jour-là, la vigile sera minimale et symbolique. Après les allocutions des invités, il y aura prise de parole citoyenne dans le cadre habituel auquel Mars 2011 se prête depuis 6 mois. Et pour clôturer, le 5 novembre à 14h au Champ de Mars, pour clôturer la vigile triptyque Mars 2011, Cap sur l'Indépendance, l'activité prendra la forme d'un débat d'une durée approximative de 2 heures. Une question sera posée aux organismes, comment contrer l'image de la fragmentation du mouvement indépendantiste. Les organisations qui se verraient dans l'impossibilité d'envoyer un représentant afin de participer au débat sont priées de faire parvenir à Mars 2011 une déclaration écrite de 500 mots environ, résumant leur position. Les déclarations seront lues avant le début du débat. Votre participation fera le point sur l'orientation des différents organismes indépendantistes du Québec. Nous vous attendons nombreux. Donc, j'ai une petite liste ici des gens que j'ai rejoints concernant cette activité-là. Là, remarquez bien, ces vigiles-là sont spéciales, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de parole libre. Il n'y aura pas de temps, à moins qu'on ait du temps après, à moins qu'il y ait des citoyens qui aimeraient le faire après. Mais c'est vraiment des vigiles consacrés aux représentants des différents mouvements indépendantistes. Donc ça, c'est une liste des gens que j'ai tenté de rejoindre. Et puis voici où on en est rendu. Évidemment, là, il reste encore une semaine avant d'avoir des nouvelles et tout. Les aînés pour la souveraineté, on attend une réponse courriel. Les artistes volontaires, on attend une réponse courriel. Conseil de la souveraineté du Québec, M. Gérald Larose se représente le 22 octobre et enverra un représentant le 5 novembre. Comité indépendantiste Cégep du Vieux-Montréal, il y a Mme Laurence Beauchemin qui a confirmé sa présence aux 2 dates. Comité souverainiste de l'UQAM, il y a M. Maxime Laporte qui confirmera sa présence sous peu. La Fondation Octobre 70, j'attends une réponse courriel. Les intellectuels pour la souveraineté, la présence d'un représentant le 22 octobre est confirmée. Les jeunes patriotes du Québec, le contact a été fait avec le représentant, nous attendons une confirmation. Libre marcheur, il va y avoir la lecture d'un texte qui est confirmé pour le 22 octobre. Ligue d'Action nationale sera absent aux 2 dates et n'ont pas confirmé l'envoi de texte. Le mouvement des étudiants souverainistes de l'Université de Montréal, la présence d'un représentant est confirmée pour le 22 octobre. Le mouvement progressiste pour l'indépendance du Québec attend d'une confirmation courriel. Le mouvement souverainiste du Québec, la présence d'un représentant est confirmée pour le 22 octobre. Rassemblement pour l'indépendance nationale, la présence d'un représentant est confirmée pour les 2 dates. Rassemblement pour un pays souverain, la présence d'un représentant est confirmée pour le 22 octobre. Regroupement des mouvements indépendantistes collégiaux, la présence d'un représentant est confirmée pour le 22 octobre. Réseau de résistance du Québécois, courriel en attente d'une réponse. Société nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides, en attente d'une confirmation la semaine prochaine. Société nationale Gaspésie de la Madeleine, en attente d'une réponse. Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la présence d'un représentant est confirmée pour le 22 octobre. Vigile.net, en attente d'une réponse courriel. Donc, c'est à peu près ça. Puis, je vais parler aussi de la marche qui a lieu le 29 octobre. Donc, j'invite tous les Québécois à se présenter à ce rassemblement-là. Parce que c'est très important. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher le peuple québécois au complet. Qu'il y ait n'importe quelle... prise de position ou partisanerie ou quoi que ce soit. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher le peuple et de le rassembler sous une même marche. Et même Sébastien Ricard appelle à une nouvelle concorde, c'est-à-dire que tous les mouvements d'indignation qu'il y a dans le présent, tout ce qui est en train de monter présentement, on aimerait ça qu'ils soient présents à la marche et qu'ils marchent pour l'indépendance. C'est à peu près ça. À part ça... Donc, c'est ça, 13h30 au carré, à la place du Canada, Point Peel et René Lévesque. Et puis, c'est ça, là, il y a Occupons Montréal en ce moment qui fait une occupation Square Victoria. On va faire la vigile ici et ensuite on va tenter de... on va aller faire un tour et puis on va voir si on est capable de prendre une prise de la parole, mais pas tant que la vigile ici n'est pas terminée. Place à la lecture de textes, discours, des gens qui ont des discours de préparer ou qui aimeraient ça lire des textes. Merci. Charles Hamel. Quelqu'un? Oui. Parce que moi j'en ai, moi j'ai du stock là. On va se pratiquer. OK. Ça va pas être mauvais. Nous sommes ici à ce qui commence.
Mon nom est Jean-Claude Sylvain-Guay et je suis candidat à la chefferie du Bloc québécois. Oui, à ce qui commence. Ce qui commence est peut-être le début d'une belle aventure. Nous sommes ici car nous sommes indignés. Nous avons pris le taureau par les cornes et nous avons décidé, par nous-mêmes, humblement, de prendre la parole, ici, sur cette place publique, à côté de l'hôtel de ville de Montréal, où malheureusement, des gens profitent à ce moment-là de leur position pour donner des avantages à leurs amis, à leurs commettants, au lieu de travailler pour le peuple, travailler pour leurs citoyens, pour le bien commun. Et c'est là que nous nous retrouvons dans une situation où les gens qui sont ici ne méritent pas notre confiance et ne méritent pas ce que nous sommes en ce moment. Et nous voyons que là est le problème. Nous avons fait confiance à ces gens qui, bien plus qu'autrement, parlent bien, parlent haut, parlent fort. Et nous sommes là, ici, en train de faire cette vigile, car il faut une vigilance. Il faut être vigilant face à ceux qui nous volent. Il faut prendre la parole face à ceux qui profitent de notre bonté pour nous tromper, nous manipuler, nous rouler et nous appauvrir collectivement. Nous devons cesser d'être des mous. Nous devons cesser de se taire, de laisser faire, de dire « Ah, c'est pas de mon affaire, j'ai d'autres choses à faire. » Et il y en a d'autres qui vont s'en occuper. Non, non, mes amis, c'est notre responsabilité à tous de s'occuper de nos affaires. Car sur le plan municipal, comme sur le plan national, à Québec, un homme, le premier ministre, Jean Charest, parcourt le monde pour vendre nos ressources naturelles sans notre permission, sans avoir demandé la permission aux Québécois et plus particulièrement aux Québécois qui vivent là-bas. Je parle des Québécois des Cris et des Inuits qui vivent et qui sont les locataires principaux de ce territoire. Car au fond, nous sommes les locataires de cette planète. Et nous avons la responsabilité d'en prendre soin. Nous pouvons l'utiliser, nous pouvons nous en servir, mais nous devons avant tout, mes amis, la respecter. Et la respecter, c'est d'avoir la responsabilité, le devoir de laisser les gens qui en ont la responsabilité d'en prendre vraiment soin, de l'utiliser. Ces gens qui sont là, ici, et qui ont les moyens de développer l'économie. C'est bien beau développer l'économie, de vouloir donner du travail à des gens, mais il faut aussi être responsable que ces gens ont le droit de bien vivre et ont le droit d'avoir un milieu de vie où ils peuvent vivre et prospérer, sans s'inquiéter de leur santé et de l'avenir de l'avenir de leurs enfants et de ceux qui suivront. Merci. Ah, bon. C'est bon. Oui? OK. J'ai plein. Ah bon? Mais c'est ça, bon, j'ai plein de choses. Il y a Sophie Turcot qui m'a demandé de lire son texte parce que bon, elle n'est pas disponible, elle n'a pas la capacité de... Elle n'a pas la capacité d'être présente. Elle a un ami
issu des communautés autochtones. Et puis, donc moi je suis supposé le lire quand cette personne-là va être présente. Donc est-ce que l'ami de Sophie Turcot est présent ici en ce moment? Avec nous? Non? Donc, donc je le lirai pas parce qu'elle m'a dit de le lire quand la personne-là sera là. Mais bon, j'aurais trouvé ça intéressant, mais j'ai comme une commande de elle de le lire que lorsque son ami sera là. Et puis moi, ben ça, j'aimerais vous parler de quelque chose. Est-ce que quelqu'un d'autre qui a un texte ou un discours, quelque chose comme ça à lire? OK. Donc, moi j'aimerais, bon, la semaine passée, j'ai attiré votre attention sur l'accord économique et commercial global Canada-Europe. Et je réalise qu'ils n'en parlent pas beaucoup dans les médias, qu'ils n'en parlent pas beaucoup nulle part, et puis pourtant c'est le sujet le plus important de l'avenir des Québécois. Il y a une entente qui va être signée à huis clos au mois de décembre. Les députés indépendants à l'Assemblée nationale ont soulevé le dossier, ont fait un point de presse le 5 octobre, ils en ont parlé un peu. Mais ça s'est estompé bien vite, puis ils n'en parlent pas beaucoup dans la presse ou un peu partout, mais c'est la chose la plus importante qui va se passer pour l'avenir des Québécois d'ici 2 mois. Et il est vraiment temps qu'on se réveille. Et il est vraiment temps qu'on porte attention à cette histoire-là. Donc ça, c'est un résumé du rapport de l'Institut de recherche économique contemporaine de janvier 2011 sur cet accord-là. Depuis le sommet canado-européen de Prague en mai 2009, les négociations entre le Canada et l'Union européenne sont menées dans le but de conclure un accord économique et commercial global. Selon les négociateurs et les membres du gouvernement canadien, les pourparlers avancent rondement, ce qui permet d'espérer la signature d'une entente en 2011. Si plusieurs observateurs ont souligné la présence des provinces aux tables de négociation, celle-ci ne constitue pas une évolution significative de la pratique du fédéralisme canadien. En fait, leur présence est une exigence de la part des Européens et n'a pour but que d'assurer la mise en œuvre de l'accord. Les représentants provinciaux sont membres de la délégation canadienne et ne peuvent participer directement aux négociations. Bien que de nombreux autres aspects du texte de l'accord auraient pu être examinés, le rapport traite essentiellement de la libéralisation des marchés publics subfédéraux. Donc, l'accord économique et commercial global a une portée et un champ d'application très étendu qui comprennent l'ensemble des contrats octroyés par les gouvernements des provinces, des municipalités et des entités adjudicatrices, sociétés d'État, organismes publics et parapublics. Il impose le principe de la non-discrimination envers les fournisseurs étrangers et interdit de favoriser les entreprises locales. De plus, le texte de l'accord prohibe l'utilisation des offsets, les opérations de compensation, des mesures qui encouragent le développement local et restreignent la latitude des autorités dans l'élaboration des conditions de participation aux appels d'offres et l'évaluation des marchés publics. Donc, ces nouvelles restrictions auront pour conséquence une réduction significative de la marge de manœuvre des provinces en matière de marchés publics. Une moins grande flexibilité des règles concernant les contrats publics empêchera les autorités publiques de mener à bien des objectifs économiques, sociaux et environnementaux, jadis poursuivis comme objectifs secondaires dans les marchés publics. L'accord économique et commercial global emprisonnera les gouvernements. Dans une logique d'octroi des contrats aux plus bas soumissionnaires. Un tel accord nuirait au développement local et régional du Québec. Le principe de non-discrimination empêcherait les autorités de favoriser une entreprise dont les activités sont concentrées au Québec. Par exemple, sa mise en œuvre aurait rendu impossible l'octroi du contrat du métro de Montréal au consortium Bombardier-Alstom l'automne dernier, privant ainsi la région du Bas-Saint-Laurent de nombreux emplois à la Pocatière. L'accord économique et commercial global constituerait aussi une menace sérieuse aux politiques de protection de l'environnement mises en place par les gouvernements via les marchés publics, les prescriptions. Les prescriptions en matière de procédés et méthodes de production plus respectueux de l'environnement ne pourraient être conformes aux dispositions interdisant les barrières non nécessaires au commerce. Ce faisant, l'accord pourrait bien imposer des règles qui favorisent les entreprises sur le territoire des États dont les lois sont plus permissives sur le plan environnemental. Il semble que la promotion des droits sociaux et la libéralisation des marchés publics soient difficilement conciliables. D'une part, la législation québécoise en matière de promotion des droits sociaux devrait probablement être modifiée et d'autre part, les entreprises dont les activités se concentrent dans les États où les salaires sont bas
et le taux de syndicalisation faible auraient un net avantage lors des appels d'offres. Pour les syndicats canadiens et européens, il y a un danger de nivellement par le bas en matière de normes sociales. Il est clair que l'accord économique et commercial global limiterait la souveraineté économique du gouvernement du Québec et des autres provinces. Dans un contexte de crise économique, les règles interdisant les opérations de compensation et de non-discrimination réduiraient l'efficacité de la politique budgétaire des provinces. Dans la dernière partie du rapport, les soi-disant avantages de la libéralisation des marchés sont mis en doute. En fait, plusieurs auteurs sont critiques par rapport aux prétendus bienfaits d'un libre-échange étendu au marché public. Une analyse plus poussée est nécessaire avant d'arriver à la conclusion que l'ouverture des marchés publics à la compétition internationale permet des économies d'argent public. De plus, la libéralisation n'est pas une condition obligatoire pour mettre en place des politiques favorisant la transparence et la lutte contre la corruption, tout comme la poursuite d'objectifs secondaires en matière environnementale, sociale et économique n'est pas incompatible avec des règles éthiques élevées. Qui plus est, il n'a pas été démontré que la libéralisation des marchés publics fasse augmenter le bien-être économique des sociétés. Le grand gagnant de cette négociation sera fort probablement le secteur privé. En effet, plusieurs observateurs ont fait valoir que l'accord était, à tort ou à raison, calqué sur les besoins des grandes entreprises. En outre, les retombées économiques consécutives à la mise en œuvre de l'accord seraient distribuées inégalement entre les régions du Canada. Finalement, il faut souligner que les négociations manquent de légitimité démocratique, l'insuffisance de consultation, l'importance des montants d'argent public en jeu et l'absence de mandat de négociation pour les gouvernements de la part de leurs électeurs, qui fait en sorte que la population est complètement exclue du processus. C'est ça. C'est le rapport de ce qui s'en vient. Ça va être signé à huis clos, fait qu'il faut vraiment y porter attention. Là. Je sais pas pourquoi ils n'en parlent pas dans les médias, mais c'est super important pour l'avenir du Québec, là, pour tout le monde. Là. Je veux dire, on va se réveiller au mois de janvier après le temps des fêtes, on va réaliser que le Québec nous appartient plus, là, que ça appartient au monde et à la mondialisation. Ouais. Merci. Les Espagnols sont sur la 30 là, ici, Vaudreuil-Soulanges. Il y a déjà un consortium qui sont là. C'est pour ça qu'il faut sortir les libéraux plus vite. Oui. Ouais. Voilà. C'est pour ça que les vigiles existent. Oui. Ouais. Ça, il faut les mettre dehors. Pas les libéraux. Le système. Ah oui, on va... Allez-y. Les gars pour On fait place à... Donc, quelqu'un d'autre a un texte ou quelque chose comme ça? Donc, c'est place à la parole libre. Allez-y, si vous avez quelque chose à dire, dénoncer une situation, proposer une solution, parler de quelque chose, c'est votre tour. Oui, je dis non, moi. Bon, alors Bonjour, Thierry Vincent. Moi, je veux juste vous... parce qu'en ce moment, il y a une occupation au Square Victoria et c'est un autre mouvement qui naît près d'une autre station de métro. Je trouve ça très intéressant. J'espère qu'il va y avoir toutes sortes de mouvements sous toutes sortes de formes dans toutes sortes de points à Montréal. Mais il faut quand même, je pense, ne pas être attiré par les sirènes et lâcher la vigile pour autant. Je pense que la vigile a son importance et qu'elle doit rester ici. Et je vais vous dire pourquoi, selon moi. C'est que cette vigile qui est là est une espèce de brouillon à ciel ouvert. C'est une espèce de mélange de discours qui se font. Et tranquillement, je pense, ces discours-là finissent par créer un discours commun. Et c'est pour ça que c'est important que des gens viennent écouter, mais c'est surtout pour ça que c'est important que des gens viennent parler, et des gens de plus en plus différents. Je trouve malheureusement que je reviens un peu trop souvent parler, et ça serait bien que des nouvelles personnes viennent et viennent devant et ajoutent leur voix aux voix qui viennent un peu trop régulièrement ici, et que le tissage d'idées, le tissage de valeurs et le tissage d'expériences soient encore plus riches et s'enrichissent de plus en plus. Il y a aussi le phénomène, il y a eu des réunions de Quatre sur l'indépendance dans les dernières semaines pour organiser la marche, et ce qu'on m'a dit, c'est que la vigile, dans le mouvement indépendantiste, en ce moment, a une espèce d'effet de constance, c'est-à-dire qu'il y a un peu le phénomène de la goutte d'eau dans la torture chinoise. Nous sommes les seuls qui, hebdomadairement, faisons quelque chose régulièrement, tout le temps. On n'est jamais des foules immenses de 300 personnes, on est toujours des groupes dans la vingtaine, ça varie entre 12 à 40 personnes et ça monte, ça descend comme ça sans arrêt, mais nous sommes là tout le temps et nous resterons là tout le temps. On va passer l'hiver ici et on va être là
au grand événement que Sébastien Ricard est en train de préparer pour le mois d'avril, qui sera peut-être une apothéose, peut-être une métamorphose de la vigile, peut-être juste un grand événement et la vigile continuera après. On verra à quoi l'hiver va ressembler, à quoi l'événement va ressembler et qu'est-ce qu'il va pouvoir générer. Cette goutte d'eau constante, il ne faut pas négliger l'effet d'usure que ça peut finir par avoir. Mais il faut être lent, régulier et tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là, ne pas se décourager. C'est un travail, c'est ça, on lime les barreaux en ce moment, en étant là toutes les semaines. Cet endroit qui est ici doit être une espèce de forge des idées, une espèce d'endroit où on mélange toutes les choses. Hein? Un carrefour, effectivement. Et un point de départ de toutes sortes de choses. Réal Mathieu a parlé il y a quelques semaines de lancer des idées de différentes activités à partir d'ici. Oui, il faut que ça soit un lieu de rencontre, pas le seul, mais un lieu de rencontre, à partir duquel on lance toutes sortes d'idées, toutes sortes d'activités qui servent de point de départ. Il faut aussi que ça soit, et je reviens sur l'idée de la constance, un roc. Ici, c'est le Champ de Mars. C'est un point extrêmement important dans notre histoire et il faut qu'on le tienne. Et il faut qu'à partir de là, on accumule d'autres points de contact et comment je peux dire, on se concentre, on reprenne possession, qu'on s'enracine. Et c'est à peu près ça que je voulais dire. Merci. Oui, bravo. Charles. Oui, je vais rajouter ça concernant la constance. Hier sur le Facebook, il a été posté l'action citoyenne qui a été faite hier, ça a apparu dans la presse. Comme quoi qu'il y a des gens qui ont pris d'assaut l'hôtel de ville. Ils sont rentrés dans l'hôtel de ville. Très bien. Qui ont résisté pendant à peu près une demi-heure. Et puis ils se sont fait mettre dehors par une vingtaine de polices. Et puis, il y a des gens qui disaient qui se demandaient, qui trouvaient que c'était excellent comme move, puis que ça avait du sens, puis tout ça. Puis moi, ce que je trouve qui est difficile avec ça, puis qui est pas évident, c'est que, de un, c'est spontané, mais quand je les voyais aller, il avait pas l'air, ça avait l'air préparé, mais en même temps, ils faisaient semblant d'être naïfs. Ils faisaient semblant qu'il y ait des gens qui viennent les chercher et qui sortent dehors. T'sais, moi, en tout cas, c'est mon opinion personnelle. Je trouvais que... et de plus, là, quand on parle de constance, qu'on parle de gouttes d'eau et tout ça, c'est que ce que je trouve, c'est que... Est-ce qu'il y a une conséquence à ça? Est-ce que cet acte-là fait en sorte qu'il y a une conséquence après? Je comprends que c'est un coup d'éclat. Je comprends qu'ils parlent d'eux autres dans la presse. Mais il était là, il était assis, il débattait tous les problèmes de la démocratie, il criait démocratie, il soulevait les problèmes de corruption de Jean Charest. Mais c'était pas mal chaotique, tu voyais qu'il était nerveux d'être là, que ça prenait beaucoup de courage d'être là. Mais moi, ce que je trouvais, c'est qu'il jouait à faire semblant que ça les dérangeait pas. Et il me semble que si on veut être sérieux le moindrement, il faut le faire, mais en ayant conscience des conséquences, en admettant les conséquences pleinement, puis en disant oui, c'est dangereux, on le fait, et puis c'est tout, mais pas à feindre la naïveté, à faire comme si de rien n'était, à rentrer là, puis à dire, ben quoi, on est en train de jaser, on fait de la démocratie, c'est quoi le problème? Je trouvais que c'était de la provocation, et que ça n'avait pas nécessairement de conséquences. C'est-à-dire que ça, c'est un move éphémère. C'est éphémère, ça n'aura pas de portée. C'est une belle symbolique, là, mais ça n'aura pas de portée. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je me positionne par rapport à cette action-là, où je trouve que ça... C'est pas de la désobéissance civile qui va bâtir quelque chose de concret, puis qui va bâtir un rapport de force envers ceux qui nous gouvernent. C'est ce que j'avais à dire. Si quelqu'un qui peut argumenter ou qui... Dans ces mêmes mots-là, nous autres, dans la Naudière, on dénonce pas mal ce genre de corruption-là. La Naudière. Moi, c'est Carl Contant, je suis coordonnateur de la Naudière, EFQ. Puis nous autres, dans la Naudière, on dénonce pas mal ça. En dénonçant ça, mais en allant directement, en ayant des preuves, qu'est-ce que ça a eu, nous autres, pour conséquence? Mais c'est que là, il y a des groupes qui commencent à se lever avec nous autres. Il y a un mouvement d'éthique qui s'est mis au point grâce à nous autres, ensemble. On a réussi à se parler, qu'eux autres vont juste se mettre... Parce qu'avant ça, c'était juste des mouvements d'éthique, mais de région. Ils dénonçaient ce qu'il y avait dans leurs horaires. Mais nous autres, on a découvert que ça va plus loin que ça. Ça passe sur des élections clés en main.
c'est des gens comme Tapage Communication dans la Naudière qui mettent des gens en place pour pouvoir avoir deux affaires à eux autres. Ils placent des pions. Eux autres, ils placent le pion de main sur des chiquiers pour avoir deux affaires. Exemple, comme à Saint-Calix, dans la région de la Naudière, il y a une carrière qui va se faire. Eux autres, ils veulent faire un chemin au travers le bois. Ils veulent couper la montagne à Montcalm où il y a des skis pour faire un chemin pour la Garnotte pour tout fournir les infrastructures qu'il y a dans la région. Nous autres, on se lève contre ça. En dénonçant, par seulement de bout de même, on a réussi cette semaine. On va avoir une rencontre le 23, on s'associe avec du monde. Il y a d'autres groupes de gens, de citoyens, qui se mettent avec nous autres. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on sert? C'est qu'on sert comme chien de garde, si on veut. On rentre, on les traite de pourris, puis c'est ça que ça veut, ça déstabilise un peu en sortant des petites affaires sur eux autres, puis de temps en temps, ça les fatigue un peu, parce que même les journaux dans la région sont pro-maire. C'est ce qu'on a découvert. Puis moi, je trouve que justement, la goutte d'eau, c'est de pas arrêter. Au début, quand on a commencé, personne ne croyait en ça. Parce que c'est bien beau avoir un pays, mais ici, il y a quoi, là? Ouais. Fait que Saint-Lin, ça fait partie du Québec. Mascouche, ça fait partie du Québec. Puis Sainte-Julienne, ça fait partie du Québec. Puis à la longue, à force de fesser, là, tout le temps dessus l'affaire, mais il y a du monde qui se lève, puis s'associe. Puis là, on peut s'asseoir. Puis quand on s'associe à table, on s'entend. Là, moi, j'ai ma casquette à puis je suis un citoyen comme les autres, tu sais. Puis je suis un citoyen comme tout le monde aussi. Puis de même, je trouve ça comme ça. Puis là, je peux te garantir que dans les prochains moves, ouais, il y a une progression, sans violence, en faisant des choses pour dénoncer, puis ça s'en vient bien. Moi, je suis bien content de ça. J'espère que ça va continuer. J'espère qu'on va l'allier là-dessus. Parce que nous autres, ça fait longtemps, en tabarnouche, moi-même, avec mon père, on s'est battu contre les corruptions depuis longtemps dans les municipalités. On se fait menacer par ces gars-là. C'est incroyable. C'est vraiment, j'appelle ça des hommes de Cro-Magnon, parce que c'est la seule affaire qu'ils sont capables de faire. En les dénonçant de même, des fois, on ne passe pas nécessairement à la TV. On n'est pas obligé de passer à la TV, parce que pour moi, la cause est plus grande que nous autres. Puis je pense que les gens-là, quand ils finissent par s'associer, ça finit par faire des petits beaux mouvements. Dans cette heure, on est rendu, là, on est associé avec des avocats, des gens d'éthique dans la Naudière. Et préparez-vous, parce qu'on s'en vient dans le coin, qu'on va être là pour rester pour longtemps. Fait que c'est de même que je vois mon Québec libre. Ouais. C'est de même que je vois chaque région, chaque chose, Montréal, Québec, Gaspésie, tout au complet. C'est de même. Puis grâce, en dénonçant ça, des fois, en faisant des manifestations, mais des gens, des fois, ça leur donne du courage. La Naudière, il y avait des gens qui étaient... Écoute, il y a des gens dans certaines villes de la Naudière qui n'ont même pas des conseils de ville parce qu'ils se font menacer par les pro-maires, par les citoyens, par les chambres de l'un et de l'autre. C'est comme ça. Fait que moi, je continue à dénoncer de la corruption. Il faut continuer à me battre pour mon pays. Puis à la vie, à la mort. Je vais à mourir pour ça. Ouais, bravo. Merci. Bon, Réal Mathieu, très heureux d'entendre l'expérience de M. Contant. Et je voudrais partager une expérience avec vous autres que j'ai eue personnellement. J'ai déjà été candidat aux élections scolaires à Montréal, pour la commission scolaire de Montréal. Puis quand je me suis aventuré là-dedans avec le parti de MEMO, le mouvement pour une école moderne et ouverte, ce mouvement laïque, je ne connaissais pas l'environnement dans lequel je m'en allais défendre des idées. Et c'est là que j'ai compris comment le Parti libéral du Québec fonctionnait. Pas juste le Parti libéral du Québec, comment les fédéralistes fonctionnaient, mais en l'occurrence, j'avais affaire aux libéraux. C'était en 1998, je me rappelle bien, à peu près. Là. Et le Parti libéral est au pouvoir à Ottawa. Alors, je me suis rendu compte que là où j'étais candidat, dans le quartier 19 à Montréal-Nord, au niveau municipal, c'était le maire Ryan. Et le frère de l'autre était éditorialiste au Journal de Devoir et qui avait la même philosophie politique. Donc, le maire de Montréal-Nord était libéral. Il y avait le comté, au niveau du comté provincial, c'était Charbonneau. L'ancien président de la CEQ, là, qui était pendant des années qui se pavanait au Québec comme une personne d'extrême gauche et qui subitement est devenu un ministre libéral.
Donc, je crois que c'est Jean quelque chose Charbonneau. Non, pas Jean-Pierre Charbonneau. Non, oui. Jean-Pierre Charbonneau, c'était... Bon, enfin, oui. Donc, Charbonneau était le député où je me présentais. Et au niveau fédéral, c'était le quartier où habitait Coderre. OK? Et au niveau scolaire, les adversaires que je pensais avoir à affronter, c'était le candidat, c'était un Italien pour le Parti catholique qui était la marionnette du Parti libéral du Québec. Alors, on a fait les élections, j'ai eu 800 votes, l'Italien a eu 1200 votes, il a gagné l'élection. Et il y avait un troisième parti qui se présentait, c'était aux élections scolaires, c'était un parti un peu comme le parti un peu comme l'ADQ. C'était un parti mitoyen entre les libéraux et le Mémo. Donc, tout ça pour vous expliquer que les libéraux, les fédéralistes, eux autres, s'investissent à tous les niveaux d'administration. Le niveau scolaire, commission scolaire, l'administration municipale, l'Assemblée nationale, le Parlement Ottawa. Les fédéralistes font comme ça. Si vous vous rappelez, René Lévesque, dans le temps, avant la création du Bloc québécois, René Lévesque s'opposait férocement parce que les indépendantistes aillent se battre sur tous les fronts. Il ne voulait pas que les indépendantistes se présentent au fédéral, dans les municipalités, dans les commissions scolaires. Une grave erreur qu'il faisait, à mon avis, il laissait tout le champ libre aux fédéralistes. Et c'est ça qui faisait que, même s'il y avait une majorité du Parti québécois à l'Assemblée nationale, Pierre-Éliott Trudeau, par exemple, pouvait se pavaner en disant « Je suis aussi représentatif que le Parti québécois, aussi représentatif que l'Assemblée nationale, parce que moi, j'ai 75 députés au Québec. » Ça s'est terminé, cette histoire-là, quand le Bloc québécois a été créé. Donc, il faut comprendre que les fédéralistes travaillent à tous les niveaux, et c'est parce qu'une fois qu'ils sont au poste de contrôle, bien, c'est eux qui ont les budgets, et puis ils donnent les contrats à leurs amis, puis ils donnent les jobs à leurs amis. Okay? Alors, ceux qui pensent qu'ils vont faire de la politique en étant plus catholiques que le pape, puis en ayant une éthique tellement pure qu'ils ne vont jamais prendre un sou des impôts pour faire, par exemple, la promotion de l'indépendance du Québec ou donner des emplois à des indépendantistes. Hein? Pourquoi pas donner des emplois à des indépendantistes? On a le droit, nous autres aussi, de gagner notre vie. Madame Harper, lui, il en paye des gens... Bon, c'est ça. Alors, donc, il y a beaucoup d'indépendantistes qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, la politique au Québec. Alors, il faut investir tous les niveaux de pouvoir, puisque M. Contant a commencé à faire. C'est excellent. Je l'approuve entièrement. Bravo, M. Contant. Merci. Pas tout seul. Ouais. Alors, Thierry Vincent, je reviens. Oui, mais c'est ça. Venez aussi. Il faut remplir le centre. Je suis d'accord aussi avec ce que M. Contant dit, puis pour répondre à Charles Hamel un petit peu, bon, le mouvement était peut-être un mouvement un peu naïf puis qui commençait. C'est-à-dire que c'est ça aussi, c'est qu'il faut, et je vais reprendre dans mes mots ce que vous avez dit quelque part, c'est que les gens, tout d'un coup, en peuvent plus, disent on part un mouvement, on fait quelque chose, et puis, bon, ils se garochent en première place qu'ils peuvent. Ensuite, ils apprennent. Ensuite, ils voient qu'il y a d'autres groupes. Ensuite, ils commencent à tisser des liens avec d'autres groupes. Ensuite, les groupes commencent à se coordonner. C'est là-dedans qu'on est. C'est à ça que sert le triptyque qui commence la semaine prochaine. Commencer tranquillement à se parler, c'est déjà fait, mais accélérer le mouvement de communication entre les différents groupes et puis tisser des liens et créer quelque chose, créer une espèce de force qui va être organisée et où chaque groupe, chaque individu, selon ses forces, va taper là où il peut taper. Et je suis d'accord avec ce que Réal Mathieu vient de dire. Il faut opposer à ce qui nous oppose une force égale, sinon plus forte. Là, il y a un débat éthique intéressant. À quel point il faut jouer cochon quand l'autre joue cochon? Bon, ça, on pourrait y aller selon son éthique et ses valeurs et ces choses de genre. Mais c'est sûr que la politique est un jeu, qu'il y a des règles, qu'il y a des choses qui sont acceptées en politique, qui ne seraient pas acceptées dans la vie de tous les jours. Et allons-y gaiement et apprenons le jeu politique et jouons-le à fond. Il y a malheureusement une acculturation du savoir politique au Québec. Je trouve que les gens
s'y connaissent moins en politique qu'ils s'y connaissaient dans les années 60-70. Je ne sais pas si c'est une impression ça, mais j'ai l'impression que les familles qui transmettaient l'espèce de pouvoir politique, ça se fait moins. Là. Les gens se parlent moins, transmettent moins l'information. Il y a moins de combats, effectivement. Là, ça recommence dans les municipalités. Toute la petite histoire des petites villes, la vie de quartier, les choses comme ça. Toutes ces choses-là, c'est un savoir qu'il faut réactiver. Les gens sont de plus en plus enfermés dans des bulles individuelles, de plus en plus enfermés dans le « moi-je », ça c'est moi et c'est mon truc à moi, et on en parle beaucoup. Il faut revenir au collectif. Il ne faut pas perdre ce que l'individualité nous a donné, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'exprimer soi-même, d'avoir ses propres opinions, de connaître ses propres forces, ses propres faiblesses. Mais comme je le disais la semaine dernière, il faut intégrer ces forces-là et tout dans un ensemble collectif. Si on garde tout ça pour soi, ben on retombe dans la satisfaction d'appétit personnel, puis ça sert à rien, c'est inutile. Il faut que tout ça serve à construire quelque chose de collectif. Donc, dans un premier temps, oui, s'énerver, se protester, dire ça n'a pas d'allure, faire quelque chose pour ça. Dans un deuxième temps, commencer à dire, bon, ma première action a donné ça, est-ce que c'était très efficace? Je vais essayer d'améliorer mon action pour la prochaine fois. Qui d'autre fait des actions? Qui a des connaissances en fait d'action? Avec qui je peux établir des contacts? Et puis comment on va finir par faire une espèce de mouvement citoyen le plus global possible? S'il y a 40% de personnes au Québec qui sont indépendantistes, il va falloir que ce soit un mouvement citoyen qui représente 40% de personnes qui se parlent, qui sont coordonnées et qui travaillent ensemble. Et c'est ça qu'il faut viser à faire le plus vite possible. Et il y a beaucoup de travail à faire, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas prendre un peu de temps, mais ça ne veut pas dire non plus, parce que ça va prendre un peu de temps, que OK, c'est dans longtemps, on le fait pas. Même si ça prend 6 mois à le faire, il faut commencer très très vite à le faire et il faut le commencer dans sa vie tous les jours. Bon, merci, je suis à court d'idée. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Merci. Je veux juste dire qu'en passant, les citoyens qui sont debout à Sainte-Julienne, qui se font harceler en ce moment même, qui se font discréditer par les médias municipaux, mais c'est maître Daniel Bédard, qui était avec son mari, avec M. Martineau, depuis longtemps, qui se battent pour ça. Je lui lève mon chapeau, c'est une vie de bout. Puis je vais continuer à me battre avec eux autres, coûte que coûte, peu importe ce qui arrive. Fait que merci Mme Bédard d'être là. Et merci à tout le monde, je vais toujours vous supporter, peu importe ce qui arrive. Merci. Bravo. Quelqu'un d'autre? Pablo? Oui, Pablo. On va nous dire qu'est-ce que tu penses d'Harper, Pablo. Puis, dans le même ordre d'idée, parce qu'on parle souvent, des fois, on attend toujours de passer devant une caméra. Hein. Et des fois, là, on pense tout le temps à la valeur, à l'argent. Mais comme j'ai mon sang indien, Big Mac, puis mon sang acadien, mon grand-père m'a toujours dit, il faut penser à la valeur des hommes aussi. La valeur des hommes. Des fois, là, il y a des combats qui se font que la valeur de l'homme est plus importante que la valeur de l'argent. C'est ce que je pense. Il faut mettre ça d'avant. Puis de ne pas se fermer aussi, de s'ouvrir. Tu sais, moi, je suis prêt à me battre pour avoir un pays, puis de s'ouvrir. Je suis pas un fasciste, je suis pas un extrémiste. Je suis Carl Contant, je suis RQ, je me bats pour l'indépendance. Dans ma famille, on est plusieurs personnes, il y a des Italiens, il y a des Grecs même, il y a des Espagnols qu'on observe beaucoup. J'espère que tous ensemble, à un moment donné, on va finir par avoir un pays. Puis arrêter de se battre aussi. Des fois, quand on a le drapeau du Canada du Québec, s'il y a quelqu'un qui le brûle, je sais pas s'il y a des lois pour ça, mais on voudrait dire merci à Harper aussi pour son drapeau du Canada. Fait qu'on verra bien ce qui va se passer, c'est à savoir s'il ne veut pas déclencher vraiment quelque chose. T'sais. Puis oui, il va toujours avoir des petits agitateurs, des fois, quelque part, qui nous voient qu'on s'en aille là. Il faut arrêter de se battre à coups de poing, puis il faut se battre avec notre tête aussi, il faut s'en servir. Il ne faut pas embarquer dans n'importe quelle bataille. Il faut analyser la bataille. Des fois, les informations qu'on peut envoyer à chacun de nos patriotes, mais des fois, il faut qu'ils les prennent aussi. Puis il faut prendre la critique négative et positive. Tout ça peut être constructif. On est juste des hommes, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se reprendre aussi, on a le droit de se corriger. C'est tout simplement ça. Un beau pays ici, c'est le Québec. Ouais. Bravo! Bravo, Carl. C'est bon. Je voudrais mentionner une petite affaire. Mon nom, c'est Denis Raté. Hier, j'ai participé avec les jeunes étudiants de l'Université Laval et du Cégep qui sont venus perturber ici à l'Hôtel de Ville une séance du conseil du maire Jean Tremblay. Et malgré tous les médias qui étaient présents,
Aux nouvelles, on n'a rien vu. On n'a rien vu. LCN était là, TVA était là, Radio-Canada était là, CTV était là, et pourtant, le soir, ils ont tous passé sous silence. Et on a eu une menace claire de la part de la police. Une preuve de plus que nos politiciens véreux, nos crosseurs, qu'ils soient municipales, provinciales ou au fédéral, sont protégés par les agents de la paix. Et ça, là, c'est nous autres qui les payent. Puis eux autres, on les paye aussi. On dirait que tous les politiciens qui participent activement au génocide, c'est plate à dire, mais les paroles de Pierre Bourgault n'ont jamais, qui a dit en 1970, n'ont jamais été aussi d'actualité qu'aujourd'hui, 50 ans plus tard. C'est écœurant. Tous ceux-là qui ont les drapeaux du Canada dans les mains, avec le portrait de la reine ou un sticker du Parti libéral, participent activement au génocide, à la disparition du fait français en Amérique du Nord. Ça, là, c'est un fait, puis ils sont protégés par la police. Puis on parlait juste de Paul Desmarais, l'homme le plus protégé au Canada, plus que le premier ministre. C'est les services secrets qui sont là, il n'est pas attaquable. C'est dur de l'emmener là-dedans. Puis dans ce temps-là, tu liras le manifeste du FLQ de 1970, les paroles qui disaient la clique de Bourassa, les Cotroni et Simard et Baudry, mais aujourd'hui, c'est la même esti d'affaires. Toutes les SNC Lavalin de ce monde, toutes les Westmount, les Hampstead travaillent activement 24 sur 24 à notre disparition. Moi, je pense qu'il faut leur opposer une force, se servir de notre tête. C'est vrai que nos effectifs ne sont pas juste monétaires, c'est là qui est le point faible. On n'a pas les milliards de Paul Desmarais, on n'a pas les millions qu'on paye de notre poche pour se faire enculer avec par Charest. On les a pas, mais on a la ressource humaine un peu. On va s'en servir de ça au maximum. C'est ça qui compte le plus. Essayer de survivre aujourd'hui, juste dire que tu veux vivre en français dans ton pays, tu te fais tasser par le PQ, le Bloc, t'es un extrémiste, Chris. Tu veux vivre, tu veux juste pas mourir. Tu veux juste exprimer que tu veux survivre, t'es un extrémiste, t'es un radical. Ils vont te tasser. Ça fait que, moi là, c'est ça que je leur dis. Tu te bats pour ton pays, tu te bats pour ta survie, t'as affaire à te tenir debout une fois dans ta vie. Arrête de garder le silence parce que c'est comme si tu contribuais à creuser ta fosse. Merci. Bravo. Sébastien Ricard qui a dit à un moment donné, il y avait une discussion sur un prof de français qui avait été renvoyé parce qu'il avait trop un gros accent. Et puis, Sébastien a sorti quelque chose, il a dit « La seule faute de français que le Québécois fait, c'est de se taire. » Je trouve que c'est une belle phrase. Là. Je suis entièrement d'accord avec M. Raté sur la question du génocide. Qui est un génocide culturel, qui est un génocide qui, quand, comme moi, on s'intéresse à la culture populaire du Québec, à la littérature québécoise, on voit à quel point il y a déjà des grands pans de notre mémoire collective qui sont effacés, qui disparaissent. Et là, c'est rendu dans la rue. Moi, je vais vous dire que, bon, je l'ai dit un peu et je vais revenir là-dessus. Et je suis entièrement d'accord avec M. Raté sur la question que le potentiel qu'on a, c'est le potentiel humain. Et que ce qu'on a, nous, comme force, c'est la force du nombre. Le problème, c'est qu'on est déconnectés les uns des autres. Il faut se connecter le plus vite possible. Et cette force-là est une force que aucune police au monde, une fois que toute la population est rassemblée, ou en tout cas une grande partie de la population, et aucun élu au monde peut contrer. C'est quelque chose qui... Mais le problème, c'est tout le travail qu'il faut faire au plan humain pour réveiller les gens et puis se connecter les uns aux autres et regarder ce qu'il y a à faire. Et il y a quelque chose que j'observe depuis très longtemps, c'est qu'au Québec, malheureusement, on a développé la pensée à court terme. Et c'est quelque chose qui est un obstacle à toutes sortes de choses. Et sans penser à long terme, sans vision plus générale, plus élargie, il n'y a pas de pays possible. Si on pense en termes dans 2 ans, il faut que l'indépendance soit faite, sinon ça ne vaut pas la peine, on ne peut pas construire un pays sur des bases comme ça.
ça nous transcende le pays, c'est plus grand que nous. On se bat, on se bat, on se bat, même sans espoir, il faut continuer à se battre. On se bat sans arrêt. Si c'est pas nous, ça va être nos enfants. Si c'est pas nos enfants, ça va être nos petits-enfants. Mais toutes les luttes qu'on fait en ce moment sont utiles pour l'avenir, comme toutes les luttes qu'il y a eu dans le passé ont été utiles pour qu'on soit ici maintenant et qu'on parle encore français sur le champ de Mars aujourd'hui. Si ça n'avait pas eu lieu, tous les sacrifices qui ont eu lieu au milieu du 20e siècle, au début du 20e siècle, au milieu du 19e siècle, on ne serait pas ici aujourd'hui. Ça, il faut en être conscient. Il faut être conscient que toutes les luttes qu'on fait aujourd'hui sont des luttes qui sont nécessaires pour que ça finisse par débloquer. Mais il faut se battre contre cette espèce de morcellement de la pensée qui nous a été imposée, cette espèce de lobotomisation d'esprit par toutes les sphères de pouvoir, par les médias, mais aussi dans lesquelles il faut la combattre sur le plan individuel parce que, allant de pair avec ça, c'est le confort individuel qui va avec ça. C'est-à-dire, c'est le fait que c'est pas compliqué de s'enfermer dans une espèce de vision à court terme. C'est dur de commencer à dire, OK, là, il faut que, tant pis, j'écoute plus les médias, je vais commencer à être critique, je vais commencer à prendre des livres, à faire des recherches, à regarder dans Internet, à fouiller, à comparer des données et à me construire une opinion qui soit mon opinion à moi et transmettre cette opinion-là à d'autres personnes après. Cette chose-là à développer, elle est extrêmement importante. L'autre chose aussi, c'est qu'en tant qu'individu, on a quand même une liberté de mouvement. On parle de valeurs à transmettre et de choses comme ça. En tant qu'individu, il faut les transmettre, ces valeurs-là. Il faut être plus équitable aussi en tant qu'individu. Il faut être faut transmettre. Prêcher par l'exemple est un moyen aussi. Quelqu'un qui est gentil et généreux avec les gens, qui peut se battre quand c'est le moment de se battre, qui peut contrer quelqu'un quand on l'oppresse, ça c'est normal, mais qui, le reste du temps, est généreux, est gentil, est ouvert aux autres et tout ça, c'est quelque chose qui se transmet, c'est quelque chose qui est un virus qui se transmet aux populations, ça gagne les gens. Et soyez désagréable dans une foule, il va avoir, les gens vont devenir agressifs. Soyez affable dans une foule, vous allez voir, ça va faire une transformation aussi. Ça, c'est des choses auxquelles je crois personnellement. Aussi, j'en ai parlé il y a 2 semaines, la question de la peur. On parle sans arrêt. Ce dont je parle ici, c'est que la peur est un outil. La peur, c'est pas un truc qui... on parle souvent de la peur au Québec, il faut pas avoir peur, puis tout ça parce que on va rentrer dans notre trou. La peur, c'est pas juste quelque chose qui sert à aller se cacher. C'est quelque chose qui sert à avoir l'esprit aux aguets, à avoir les sens aiguisés, à surveiller ce qui se passe et à être alerte. Et cette peur-là, il faut la dominer, il faut la domestiquer. Il faut pas dire bon, j'ai plus peur de rien, j'y vais, je fonce. Ça, c'est de l'inconscience. C'est normal d'avoir peur, mais cette peur-là, il faut la mettre de côté et la garder sous le bras, si vous voulez, et la contrôler. Et c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Ça se contrôle la peur. Hein? Ça se contrôle la peur et c'est nécessaire de contrôler la peur. Et c'est un outil, la peur. Et voilà. Et je vous signale qu'avec avec la pluie, nous avons actuellement un très bel arc-en-ciel là-bas. Là. Ouais, je pense que ça va paraître. Made in Québec. Double arc-en-ciel. Je t'avais commencé Ils ont brisé. Non, mais quand il fait pas beau, j'ai pas. En tout cas, je voulais rajouter à Thierry à ce qui était discuté, là, il y a les ressources humaines et puis les citoyens se mettent ensemble pour se battre contre tout ça. Mais, dans le fond, ce qu'on dit depuis le début, là, ce qui est dit ici, c'est que, puis ce que j'ai réalisé il y a longtemps, c'est que nous tous, on fait des débats d'idées, on discute entre nous. C'est quelque chose qui prend du temps à se former, à s'en aller vers une direction claire. Parce qu'on se bat contre des gens qui disent tous la même chose. Parce qu'ils sont payés pour le dire. Et donc, que tu t'appelles Richard Martineau, que tu t'appelles Éric Duhaime, que tu t'appelles Jean Charest, que tu t'appelles Mario Dumont, que tu t'appelles... Tous ces gens-là, je veux dire, ils se font payer pour répéter le discours de la non-collectivité, anti-syndicale, de tout privatiser et de faire en sorte qu'il n'y a plus de collectivité, qu'il n'y a plus de tissu social. Et c'est contre ça qu'il faut se battre. Et puis je trouve que c'est important de se battre pour garder les acquis qu'il y a eu pendant les dernières années, pendant les 30, 40, 50 dernières années, les acquis qu'on a eus. C'est beaucoup moins sanglant que de se battre pour garder ces acquis-là, que d'être obligé de se battre pour se les réapproprier et les regagner parce qu'on les a perdus.
Donc, c'est Par ici. quelqu'un aimerait dire quelque chose d'autre? Il pleut, c'est pas le fun? Non, c'est pas qu'il pleut. Non, mais il fait beau, non, mais Au tropique, il fait trop chaud. Il fait chaud tout le temps. c'est trop chaud le tropique. Ici, on est bien. La presse dégagée. Bon. Bon, alors c'est la lecture de la déclaration. J'aimerais ça que quelqu'un qui l'a jamais lu vienne la lire ici, qui s'est exprimé devant tout le monde. Hey, Carlo, Pablo, est-ce que tu on aimerais va lire lire la lecture de... Est-ce que quelqu'un aimerait lire la déclaration? Carlo pourrait la lire. Oui. Oui, mais il est jamais venu se commettre, Carlo. Il est Carlo? jamais venu parler devant le monde ici. La lecture, Maman? Non, c'est quelqu'un qui a parlé. Denis, ça peut être Denis. Ouais. T'as-tu envie de lire la déclaration? La déclaration. Réal, il l'a jamais lu. Réal, tu veux-tu lire Ah la oui, donc, déclaration? J'ai pas mes lunettes. Ben, je vais la lire. Ouais, tu veux la lire? Ok. À vous le papier? Ouais. Je vais vous la lire avec plaisir. Moi non plus, je n'ai pas mes lunettes, mais... Déclaration. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément la déclaration légitime, ouais, j'ai pas de lunettes, légitimement de celui-ci. Voyez gagner à l'usure par le mensonge et à l'abus son autorité, ce qu'il ne peut obtenir dans la transparence et l'honnêteté les plus élémentaires. Les citoyens et citoyennes de ce peuple ont le devoir et la responsabilité de le destituer. De tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit s'exprimer à l'occasion d'élections périodiques. Le statut évoque et indéterminé du Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolues distinctes de la part de ses citoyens et citoyennes. C'est à défaut d'appartenir concrètement, légalement, constitutionnellement au Canada que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons, exercer une autorité inédite et sans précédent. En décidant d'agir, de révoquer ceux qui nous gouvernent, malgré tous les réserves que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout. Le Québec forme par le fait même son indivisible appartenant et appartenance et inaliénable, laquelle s'inscrit dans les limites historiques, politiques reconnues de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Bravo.